Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des histoires qui ont deux points communs. Le premier point commun, c'est que ce sont des histoires toutes paranormales, où on va découvrir l'origine de certaines hantises. Et le deuxième point commun de toutes ces histoires, c'est qu'elles se passent chez nous, en France. Vous allez peut-être découvrir des histoires de lieux qui sont proches de chez vous, que vous connaissiez, que vous avez peut-être déjà visité. Mais là, avec les histoires que je vais vous raconter, vous les verrez d'une manière un peu différente. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @KenTV que je vous affiche juste ici. Je propose en version courte et condensée les histoires que je raconte sur la chaîne. Je le fais petit à petit. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas pour me soutenir. J'espère maintenant que vous êtes prêts à découvrir ces histoires en ma compagnie. Et si c'est le cas, on est parti pour voir ces 5 histoires paranormales en France. Quand les visiteurs montent les marches du donjon, empruntent le chemin de ronde qui relie les 5 tours du château, ou s'arrêtent pour regarder la lumière du soir glisser sur les remparts de Blandy-les-Tours, ils ne s'attendent généralement pas à se retrouver face à une présence. Et pourtant, le lieu traîne depuis longtemps une réputation tenace. Pour beaucoup, ce vieux château figure parmi les endroits les plus hantés de France. On lui attribue plus d'une dizaine de fantômes, parmi lesquels celui d'un seigneur du Moyen-Âge qui apparaîtrait la nuit dans les courtines, un couteau à la main. Ce qui pourrait passer pour de simples récits anciens continue pourtant d'être nourri par de nombreux témoignages. Régulièrement, des visiteurs mais aussi des membres du personnel travaillant sur place rapportent des faits qu'ils jugent troublants. Le château accueille chaque année des artistes venus de différents pays pour mettre en valeur ce monument majeur du patrimoine français. En avril et octobre, les représentations s'y succèdent. Théâtre, danse, concerts, et il arrive que, pendant ces spectacles, les artistes se retrouvent confrontés à des silhouettes inattendues, à des impressions de présence ou à des incidents étranges qui viennent troubler leur séjour. L'histoire de cette forteresse, commencée au XIIIe siècle, a été suffisamment agitée pour nourrir ce type de récit. Avec ses remparts crénelés, son pont-levis, ses tours et son donjon, Blandy-les-Tours possède l'allure parfaite d'un décor de cinéma. Le site fait partie des forteresses médiévales les mieux conservées de France et incarne à lui seul l'image du château fort. Il a traversé les grandes secousses de l'histoire, les conflits de pouvoir, les pillages et les violences de la guerre de 100 ans. Malgré tout cela, il est toujours debout, massif, intact dans sa présence, appuyé sur des murailles vieilles de plusieurs siècles. La construction commence au XIIIe siècle sous l'impulsion des comtes de Melun, proches de Philippe le Bel. Le château a vu défiler des hommes d'armes, des chevaliers en armure et des affrontements menés pour affirmer un pouvoir, défendre des terres et préserver des privilèges. À cette époque, le seigneur des lieux cherche avant tout à démontrer sa richesse et son autorité. Le donjon principal, haut de près de 40 mètres, est alors protégé par un pont-levis. Le chemin de ronde, encore visible aujourd'hui, relie les tours entre elles et permettait d'observer l'ensemble des alentours dans une vue complète. Pour affirmer son prestige, la forteresse n'était pas laissée dans sa seule austérité militaire. Des pigments naturels venaient colorer certaines parties de l'édifice. On retrouvait du jaune sur le donjon, du rouge sur les courtines. Le seigneur faisait même recouvrir certaines poutres de motifs peints, de notes, de lettres et de scènes figurées. On y voyait notamment sa propre image, parfois mise en scène de manière démonstrative. Dans la salle de l'auditoire, des panneaux représentaient des oiseaux, des cygnes et différentes espèces de gibier, le tout posé sur de grands aplats d'argent. Au fil du temps, le château est remanié à plusieurs reprises. Pour renforcer sa défense, de nouveaux aménagements sont réalisés au XIVe siècle. Les fossés sont agrandis, 3 autres tours sont élevées, parmi lesquelles la tour des gardes, la tour carrée et la tour des archives. Plus tard, le Moyen-Âge s'efface et la résidence est transformée au goût de l'époque bourbonienne. Ensuite, les Nevers, les Soissons, puis d'autres grandes familles du royaume y laissent leur empreinte. Au début du XVIIIe siècle, en 1707 plus exactement, le duc de Villars, chef militaire renommé, proche de Louis XIV et propriétaire de Vaux-le-Vicomte, acquiert le domaine. Mais au cours des décennies suivantes, faute d'entretien sérieux, la forteresse décline progressivement. La Révolution achève sa chute. Dépouillé de ses pierres comme de son statut aristocratique, le château est presque laissé à l'abandon. Il échappe de peu à une disparition totale. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au XIXe siècle, puis classé dans les années 2000, il fait ensuite l'objet d'importantes campagnes de restauration. Lors de fouilles entreprises au moment de ces restaurations, l'archéologue Pierre-Henri Billy remet au jour les vestiges d'une nécropole médiévale contenant 79 sépultures installées
à l'emplacement de l'église d'origine. Cette découverte relance alors une vieille hypothèse locale. Le château aurait été bâti sur un ancien cimetière et il aurait même existé autrefois sur place un sanctuaire dédié aux nourrissons morts avant le baptême. Pour certains habitants, cet élément pourrait expliquer une partie des phénomènes signalés dans la demeure. Depuis la fin des années 2000 et plus encore après 2007, les manifestations considérées comme inexpliquées semblent s'être multipliées. Plusieurs employés du site ont raconté des scènes précises. Jean Bernard, le directeur du château, a lui-même évoqué des situations étranges entendues dans des salles vides ou dans des espaces supposés déserts. Pendant la pause déjeuner, par exemple, des bruits de pas auraient été entendus dans des pièces où personne n'était présent. Des salariés ont raconté qu'une chaise avait bougé seule. L'un d'eux serait même devenu livide après avoir vu cette chaise se renverser brutalement sans intervention visible. Le chef des lieux, mis au courant, aurait demandé à un employé de vérifier l'origine de ce vacarme métallique. Celui-ci revient avec une réponse nette: personne ne se trouvait dans les pièces concernées. Pendant la période estivale, certains artistes travaillant tard dans la salle de l'auditoire disent avoir entendu des bruits de pas sur le chemin de ronde, juste au-dessus d'eux, entre la tour carrée et le grand escalier. Le son venait de la courtine, longeait les remparts puis se rapprochait comme si quelqu'un marchait tout autour. Lorsqu'ils se rendaient dehors pour contrôler, ils ne trouvaient personne. Les faits se répétaient de manière suffisamment brutale pour que plusieurs d'entre eux, pris de peur, demandent au chauffeur de nuit de les raccompagner jusqu'à leur hôtel. Une guide conférencière présente sur les lieux depuis 2011 aurait elle aussi recueilli le témoignage de 2 ouvriers du chantier de l'auditoire. Un mardi, juste avant la fermeture, alors qu'ils travaillaient dans la partie basse de la salle, ils auraient entendu des voix. Pensant d'abord à des visiteurs retardataires, ils poursuivent leur tâche, mais un bruit venu d'en haut les fait s'arrêter. Ils montent alors inspecter la grande salle, persuadés d'y trouver quelqu'un. Elle est vide, personne. Ils redescendent, et presque aussitôt, les voix recommencent toujours dans la même zone. Cette fois, ils remontent plus vite encore, et nouveau constat, il n'y a aucune présence. À l'intérieur de l'enceinte, surtout la nuit, des cris d'enfants, des pleurs, des rires, parfois même des gémissements auraient aussi été entendus. Reste une question, s'agit-il d'échos inexpliqués, d'une acoustique particulière ou d'autre chose? Certains de ces sons auraient été captés dans le cadre d'enquêtes menées par des passionnés du paranormal. Des enregistrements attribués à des voix électroniques auraient été obtenus à l'aide d'appareils sophistiqués. Pour certains, ces résultats relèveraient d'une trace sonore persistante, comme si certains bruits du passé s'étaient fixés dans la matière des lieux. Cette hypothèse est souvent avancée par les amateurs du sujet, mais à ce jour, aucune démonstration admise par la communauté scientifique ne permet de confirmer objectivement ce type de phénomène. Beaucoup de visiteurs qui disent ressentir une présence ne sont pourtant pas spécialement préparés à vivre ce genre d'expérience. Certains décrivent une sensation nette dans la tour des archives, d'autres disent apercevoir, pendant quelques secondes, une forme descendant l'escalier qui mène au grand donjon, ou des ombres pâles se détachant sur les murs dans la lumière du soir, notamment autour du 31 octobre. Dans le village, la réputation du château reste forte. Les habitants les plus proches affirment que les rives voisines et les abords de la forteresse offrent souvent leur part de témoins involontaires. Dans le donjon lui-même, un autre phénomène revient régulièrement. Des bruits de pas seraient entendus dans l'escalier de bois construit à l'intérieur de la tour. Plusieurs visiteurs ont affirmé être montés seuls et avoir pourtant perçu derrière eux une présence qui semblait progresser marche après marche. Tout en haut, là où l'on arrive dans un espace plus étroit, certains assurent avoir eu l'impression qu'un spectre les suivait jusque sur le dernier palier. L'une des histoires les plus connues du château renvoie au XVe siècle, à l'époque de Marie d'Harcourt. Née vers 1402 et morte en 1464, elle est décrite comme l'une des plus belles héritières de son temps et comme la fille de Jacques II d'Harcourt, compagnon de Charles VII. Son prénom reste attaché à un épisode violent que la tradition locale situe à Blandy-les-Tours. Parmi les seigneurs qui la courtisent se trouve Jean de Dunois, surnommé le bâtard d'Orléans, et Érard de Montargis. Tous deux participent à un grand tournoi organisé près du château. Marie y assiste, installée dans les tribunes. La rivalité entre les deux hommes dépasse très vite le cadre du spectacle. L'affrontement commence comme une joute avec les règles attendues. Il est normalement interdit de viser le visage du chevalier adverse lorsque celui-ci a perdu sa visière ou son aume. Mais la violence de la rencontre fait tomber ses limites. Très vite, le terrain devient un véritable champ de bataille réduit sous les cris des héros et des ménestrels. Jean de Dunois prend l'avantage. Il blesse son rival à plusieurs reprises et, selon la tradition, l'atteint d'un coup particulièrement rude. Érard de Montargis est relevé et emporté à demi inconscient, tandis que Marie, frappée par ce qu'elle vient de voir, s'évanouit dans les tribunes. À partir de là, l'affaire prend une tournure plus sombre. Humilié, Érard nourrit une haine tenace. Il médite sa vengeance. Avec ses hommes, il attend son heure,
profitant d'un moment favorable, il assiège le château de Blandy-les-Tours. Pendant que les combats se préparent et que les mercenaires se mettent en place, Marie reste enfermée dans la tour carrée, non loin du pont-levis. Lorsque l'assaut est lancé, la peur la gagne. Elle se sent perdue et convaincue que tout est fini, elle grimpe au sommet de la tour et se jette dans le vide. Deux fidèles de Jean de Dunois, avertis de l'attaque, arrivent cependant rapidement à Blandy et repoussent les hommes d'Érard. En revenant vers la tour, Jean découvre Marie étendue au pied de la muraille. Il la croit morte. Pourtant, contre toute attente, elle respire encore. L'épaisseur de l'herbe au pied des contreforts a amorti la chute et lui a sauvé la vie. Un mois plus tard, Jean de Dunois et Marie d'Harcourt célèbrent leurs noces avec faste. Selon la légende, cet épisode ne serait pas resté enfermé dans le passé. Chaque année, lors de la Toussaint, les fantômes de Jean de Dunois et de Marie reviendraient hanter les remparts et longer les vieux murs du château. Des témoins affirment avoir vu des cierges suspendus dans l'air tourner autour de formes humaines à peine distinctes. D'autres disent avoir entendu le son de clairons, le fracas des chevaux et les clameurs d'une foule en liesse, comme si le tournoi se rejouait encore dans la nuit. Le fantôme d'Érard apparaîtrait lui aussi. Il serait vu sur un cheval, à proximité du pont-levis, vêtu d'une armure sombre et tenant une épée, comme s'il attendait toujours le moment d'enlever Marie, celle qui ne l'a jamais choisie. Depuis le mois de mai 2016, la statue de l'archange Saint-Michel brille à nouveau au sommet du mont Saint-Michel. Installée à 160 mètres au-dessus du niveau de la mer, tout en haut de l'abbaye, elle domine l'ensemble du site. L'archange, recouvert d'or, les ailes largement ouvertes, lève le bras droit et tient une épée dans une posture de combat, tournée contre le dragon qui incarne le mal sur terre. Après une longue restauration, cette figure religieuse rend au monument une dimension sacrée, une impression de protection et de paix. Pourtant, malgré cette présence céleste, une autre figure continue d'habiter la mémoire des lieux. Depuis le XVIIIe siècle, une âme y serait encore attachée. Il ne s'agirait ni d'une entité démoniaque, ni d'une force malveillante, mais d'un mort qui n'aurait jamais trouvé le repos. Dans un lieu aussi chargé de spiritualité, cette idée a quelque chose de dérangeant. Selon la tradition, ce revenant serait celui de Louis d'Estouteville, né en 1397 et mort en 1464. Au XVe siècle, ce capitaine commandait la garnison du Mont Saint-Michel et avait pour mission de défendre le site contre les Anglais. Son tombeau se trouve encore dans l'abbaye. Le Mont Saint-Michel lui-même porte depuis longtemps une réputation singulière. Guy de Maupassant l'évoquait déjà dans Le Horla, publié en 1887, en reprenant des récits locaux selon lesquels la nuit, on y entendait parler dans les sables, puis des cris, bref, des plaintes humaines confondues avec le bruit des oiseaux de mer, des voix si étranges que certains juraient avoir vu passer entre deux marées un vieillard perdu dans les dunes, tirant une chèvre à tête de femme, tous deux couverts de longs cheveux blancs, avançant sans pause tout en se disputant dans une langue inconnue, avant de disparaître derrière une colline. Maupassant reprenait là l'un des nombreux récits fantomatiques liés au Mont Saint-Michel. On connaît d'ailleurs son goût pour le surnaturel, autant dans ses textes que dans ses propres visions. Quand on considère le passé du mont, il n'est pas étonnant que tant d'histoires de spectres aient vu le jour. D'après la tradition, c'est l'évêque Aubert d'Avranches qui aurait fait bâtir une première église à la demande directe de l'archange. Le récit remonte au début du 8e siècle. Aubert, après avoir vu 3 fois l'archange en songe, fait élever un sanctuaire sur le rocher le 16 octobre 709. À cette époque, le lieu dépend encore du duché de Bretagne. Les terres voisines sont alors menacées d'un côté par la mer, avec ses avancées imprévisibles, et de l'autre par les raids des Vikings. Les habitants se réfugient sur le site, qui prend de plus en plus d'importance, et en 911, le chef viking Rollon reçoit ce territoire par traité, et le mont est officiellement rattaché à la Normandie. En 966, des moines bénédictins venus de plusieurs abbayes s'installent définitivement sur le rocher, au fond d'une immense baie battue par les marées. Très vite, le lieu attire des pèlerins en grand nombre. Un village se développe, mais il faut attendre le règne d'Henri Ier d'Angleterre entre 1068 et 1135 pour qu'une première fortification soit vraiment mise en place. Ce souverain n'est autre que le père de Mathilde l'Emperesse, figure à l'origine d'une grande partie des conflits qui secouent l'Europe à cette période. Mariée à l'empereur germanique Henri V, Mathilde revient veuve et se retrouve au cœur d'une lutte de succession en Normandie et en Angleterre. Son cousin, Étienne de Blois, revendique lui aussi le pouvoir. La guerre civile éclate. Geoffroy Plantagenet, époux de Mathilde, finit par s'imposer. Leur fils, Henri II, devient roi d'Angleterre, duc de Normandie et comte d'Anjou. À partir de là, l'équilibre politique de la région change profondément.
Au XIIe siècle, l'abbaye du Mont-Saint-Michel est ravagée par un immense incendie déclenché à la suite d'une querelle entre les moines et les héritiers d'Henri de Beauclerc. Quelques décennies plus tard, le rocher est définitivement rattaché au domaine normand. Puis, au tout début du XIIIe siècle, en 1203 plus précisément, Guy de Thouars, allié d'Arthur de Bretagne, lance une attaque contre le mont et incendie de nouveau l'abbaye et le village en représailles aux offensives conduites par Jean Santerre. À cette occasion, une partie importante de la population du mont est massacrée. Pour les moines, pour les habitants et pour la mémoire du lieu, cet épisode laisse une trace durable. Le traumatisme est tel que certains y voient l'une des sources majeures des phénomènes rapportés plus tard. Le mont se relève pourtant. Grâce au prestige du pèlerinage et aux ressources qui continuent d'affluer, l'abbaye se reconstruit. En 1228, une grande campagne de travaux permet l'élévation d'un ensemble imposant, soutenu par des fondations puissantes. À cette époque sont réalisés la salle des gardes, le cellier, l'église Saint-Pierre et d'autres espaces qui structurent durablement le site. Puis, en 1311, une première garnison militaire s'installe et à partir de 1314, les moines ne sont plus seuls à assurer la défense du rocher. Les remparts vont ensuite se multiplier. En 1337, commence la guerre de 100 ans. Le Mont Saint-Michel devient alors un verrou stratégique au cœur de l'affrontement entre la France et l'Angleterre. Pour la couronne française, il représente un point essentiel face à la poussée de la perfide Albion. Le célèbre Bertrand du Guesclin, par ses victoires répétées, permet de stabiliser un temps la situation et d'écarter provisoirement la menace. Mais quelques années plus tard, en 1386, la construction de la tour Claudine et d'un châtelet vient rappeler que le danger est toujours présent. Après la bataille d'Azincourt, de nouveaux travaux sont décidés. On renforce les défenses, un chemin de ronde massif est aménagé, la muraille se compose de courtines semi-circulaires et d'une tour basse de flanquement, la tour boucle. Les principales structures de défense se concentrent sur la partie sud de l'îlot. En 1417, la ville et la partie basse du mont sont entourées d'une enceinte continue, garnie de murs crénelés et de machicoulis. Lorsque Rouen tombe aux mains des Anglais, le Mont Saint-Michel devient la seule ville normande encore capable de leur résister en Basse-Normandie. C'est dans ce contexte qu'apparaît Louis d'Estouteville, personnage central de cette histoire. En 1423, alors que le mont s'impose comme le symbole de la résistance à l'occupant anglais, il prend en main l'organisation de la défense. Déterminé à tenir coûte que coûte, il mobilise les ressources et renforce les points sensibles. Issu d'une grande famille normande, baron de Briquebec, seigneur d'Aubusson, il est aussi le neveu de l'archevêque de Rouen et le filleul de Charles VII. Après la capture de Jean d'Armagnac en Angleterre et la reddition d'Harfleur, Louis prend toutes les mesures possibles pour sécuriser le site. Il améliore encore les fortifications, notamment par l'ajout d'une barbacane que l'on peut toujours observer aujourd'hui. Des entrepôts de vivres sont aménagés, des postes de combat sont préparés, des arbalètes et leurs flèches sont rassemblées, ainsi que du soufre et des munitions. Une citerne, appelée les Faniles, est construite pour assurer une réserve d'eau potable pour les habitants et les animaux. Pendant près de 10 ans, entre 1425 et 1434, Louis d'Estouteville se distingue par sa ténacité dans la défense du mont. En 1433, un nouvel incendie ravage le village. Les Anglais tentent de profiter de ce désastre pour passer à l'attaque. L'année suivante, le 17 juin 1434, ils lancent un assaut majeur. Ils sont environ 118 chevaliers, commandés par Lord Scales. À marée montante, ils remontent l'estran à bord de chaloupes. En parallèle, d'autres hommes débarquent depuis plusieurs navires pour encercler le mont. Le plan consiste à attaquer des deux côtés en même temps. Ils veulent surprendre les défenseurs, s'emparer rapidement de la ville, puis anéantir les derniers foyers de résistance. Pour eux, le mont constitue le dernier obstacle avant une domination militaire plus large en Europe. Depuis longtemps, ils ne supportent plus l'idée de voir cet endroit échapper à leur autorité. En 1203, déjà, l'abbaye avait été incendiée par leurs alliés de circonstance. Cette fois, l'objectif est clair, en finir. Mais Louis d'Estouteville ne leur laisse aucun répit. Il fait installer sur la grève un dispositif défensif impressionnant. Environ 10 000 combattants français sont mobilisés. Il évite que l'ennemi puisse mettre le feu à l'artillerie en le visant directement avec des canons positionnés de manière stratégique. Plusieurs remparts anglais sont ébranlés, certains cèdent, des brèches s'ouvrent. Les assaillants s'obstinent. Revigorés par leur nombre, ils poursuivent la pression, mais ils se heurtent à une résistance qu'ils n'avaient pas anticipée. Sur la grève détrempée, sous la pluie, au milieu des flèches et des pierres, les combattants français utilisent également des lances pour recevoir les ennemis de près. Les chevaliers de Louis d'Estouteville se battent avec une violence extrême. Les Anglais, pourtant proches des remparts, refusent de décrocher. Le petit à petit tourne au carnage. Le sable est bientôt couvert des corps de ceux qui tombent. La plage elle-même prend une teinte sombre sous l'accumulation des morts. On ne parle plus d'une simple bataille, mais d'un massacre. Les affrontements se prolongent avec une brutalité telle qu'on compte au final plus de 2000 morts dans le camp anglais. Les canons, les pièces d'artillerie,
Les lames et le matériel de guerre sont saisis par les Français. Les canons surnommés les Michelettes sont encore visibles aujourd'hui sur les remparts actuels à l'entrée de la ville. Cette défaite marque la dernière véritable tentative anglaise de s'emparer du Mont-Saint-Michel. Découragés par l'ampleur des pertes, les Anglais mettent fin à un siège qui durait depuis plus de 30 ans. Désormais, les religieux peuvent reprendre une vie plus stable. En souvenir de la victoire française, ils décident de faire exécuter un tableau représentant leurs défenseurs. Installé plus tard dans le réfectoire de l'abbaye, il devient un objet de mémoire. Au XIXe siècle encore, certains habitants assuraient qu'il avait eu le pouvoir de contrer l'avance anglaise par sa seule présence symbolique sur le rocher. Malgré sa position isolée, Louis d'Estouteville a donc protégé le mont avec une efficacité remarquable. Les apparences étaient trompeuses. Cet îlot, qui semblait vulnérable, s'est révélé capable d'écraser l'adversaire. Après la victoire du 17 juin 1434, Louis poursuit même son élan militaire. Il fait tomber Avranches, après s'être auparavant emparé de Tomblaine et de Granville, où une garnison anglaise tenait encore. Pendant tout son séjour sur le mont, il ne se consacre pas seulement à la guerre, il collabore aussi avec les moines. Peu avant sa grande victoire contre les Anglais, ceux-ci déposent même plainte devant le tribunal d'Avranches contre Richard Lombard parce que Louis a fait creuser la roche afin d'ajouter encore des aménagements défensifs au monastère. Les religieux, eux, estiment alors que ces travaux empiètent trop sur leurs bâtiments. Il est vrai que les exécutions qui avaient autrefois lieu sur la grève, sur ordre de l'abbé, avaient déjà donné au site une réputation lourde. Et même si, aujourd'hui, les visiteurs se pressent surtout pour admirer le décor, les salles, les potences disparues, les cours intérieures et les terrasses où résonnèrent autrefois les armes, beaucoup continuent de sentir qu'une part ancienne du lieu n'a jamais disparu. Avec la Révolution, l'abbaye change complètement de visage. Elle cesse d'être un sanctuaire pour devenir un lieu d'enfermement. Sous l'Ancien Régime, certains rois avaient déjà utilisé le site pour y placer leurs opposants, mais la période révolutionnaire accentue encore ce rôle. Le mont prend même le surnom de Bastille des Mers. Dès 1766, une prison y est installée. Le culte s'efface, les moines disparaissent, les bâtiments, eux, restent. L'abbaye échappe de justesse à la destruction pendant la Révolution et devient propriété nationale. Plus tard, au XIXe siècle, de nouveaux architectes la transforment encore, notamment par des restaurations importantes. À la tombée du jour, ce passé semble remonter dans les pierres. Quand les mouettes cessent de crier et que le silence tombe sur le mont, l'architecture gothique renforce encore l'impression d'isolement. Les remparts plongés dans l'ombre deviennent oppressants, les murailles, les vieilles poutres noircies par le temps, les escaliers étroits. Les couloirs du Moyen-Âge donnent au lieu une densité particulière. De nombreux visiteurs assurent avoir senti une présence, comme si une entité invisible suivait leurs pas. La nuit, sur les courtines, certains sont pris de peur en entendant des bruits de pas sur le gravier ou sur les dalles de pierre, alors qu'aucune présence humaine ne se trouve à proximité. Ceux qui restent dans les anciennes cellules ou qui traversent les bâtiments les plus sombres racontent parfois des silhouettes vagues, presque immobiles, d'autres fois des formes plus nettes. Certains habitants qui ne se moquent pas de ces récits affirment qu'à certains endroits précis du mont, les manifestations sont plus nombreuses qu'ailleurs. Plusieurs bâtiments anciens, répartis à l'intérieur du vaste ensemble défensif, semblent concentrer ces apparitions. Selon plusieurs témoignages recueillis au fil du temps, Louis d'Estouteville lui-même errerait encore dans les passages de l'abbaye. On le verrait comme une silhouette militaire, liée à la mémoire du sang versé dans ces lieux. D'autres figures spectrales seraient également aperçues, sans qu'on sache toujours les nommer. Pour certains, il s'agirait de victimes des massacres, d'anciens prisonniers ou d'âmes restées prisonnières de ce lieu qui fut tour à tour forteresse, sanctuaire et prison. Au terme de cette histoire, la figure de Louis d'Estouteville reste étroitement liée au Mont-Saint-Michel. Son spectre serait encore attaché à ce rocher battu par les marées, comme s'il continuait à en défendre l'accès. Les silhouettes signalées dans les galeries, les ombres sur les remparts, les formes entrevues au détour des couloirs renverraient à ce passé de guerre, de siège et de mort. Si la statue de l'archange tout en haut semble défier les tempêtes et calmer le ciel, elle n'aurait pas pour autant apaisé toutes les âmes qui demeurent sous sa garde. À voir le nombre de récits qui continuent de circuler autour du mont, beaucoup pensent qu'elle ne les a pas fait disparaître. Pas toutes. On l'appelle la Dame Verte. Le nom sonne presque doucement, mais la figure qu'il désigne n'a rien d'apaisant. Ce fantôme n'a rien d'une apparition lointaine perdue dans des landes écossaises. Il appartient au contraire à l'histoire la plus française qui soit. Le spectre du château de Brissac, en Anjou, serait celui de Charlotte de Valois, fille d'Agnès Sorel, la célèbre favorite de Charles VII, surnommée la Dame de Beauté. Charlotte a traversé les siècles autrement que par les archives. Depuis près de 550 ans, elle serait toujours là, attachée à cette immense demeure après avoir été tuée à l'épée par un mari rendu fou de jalousie. La scène se serait déroulée pendant une nuit de printemps de l'année 1477. Depuis,
On dit qu'elle apparaît dans une lueur verdâtre, presque émeraude, ce qui lui a valu le nom de Dame Verte. Sa silhouette serait vue dans de nombreuses pièces du château, y compris dans la chapelle. Brissac mérite à lui seul qu'on s'y attarde. On le surnomme le géant du Val-de-Loire. Ce titre n'a rien d'exagéré. Avec ses 7 étages et sa base dressée à 48 mètres au-dessus de la campagne angevine, il domine la région. C'est le plus haut château de France. L'ensemble compte 204 pièces réparties sur près de 8000 mètres carrés. C'est une forteresse transformée en palais, un bloc monumental de pierre, vaste, lourd, imposant, dont l'ampleur suffit déjà à nourrir l'imagination. Dans un tel décor, l'idée qu'une présence ait choisi d'y demeurer n'a rien de surprenant. À l'origine, le site n'avait pourtant pas cette apparence. Une première forteresse occupait l'emplacement dès le XIe siècle. Elle avait été édifiée par Fouquesnera, comte d'Anjou, entre 970 et 1040. Son visage, disent les chroniques, était austère, avec un teint sombre et une expression dure. Son époque se souvient de lui autant pour sa brutalité que pour ses tentatives d'expiation. Il commande des violences, fait incendier des villages, entretient la terreur, puis part en pèlerinage à Jérusalem pour chercher le pardon de ses fautes. Ceux qui ont étudié sa vie le décrivent comme l'un des seigneurs les plus agités et les plus instables du Moyen-Âge. Vers la fin de son existence, il aurait été hanté par les victimes qu'il avait envoyées au bûcher. Il craignait qu'elles reviennent troubler son sommeil et lui reprocher ses actes. Cet homme vêtu de noir, rongé par la peur du retour des morts, passe ensuite une partie de sa vie à faire bâtir d'immenses structures pour défendre ses terres. Il fait élever ou renforcer plusieurs abbayes en Touraine, en Anjou et dans le Poitou. C'est lui qui ordonne la construction de la première forteresse de Brissac. Elle marque le début de l'histoire du lieu. Les siècles passent. Au XVe siècle, le roi de France est Charles VII. Le château de Brissac a déjà beaucoup changé de main et vu défiler bien des familles. C'est dans ce contexte qu'entre en scène Agnès Sorel. Tout, chez elle, frappe les regards. Elle est normande et sa beauté impressionne dès son arrivée à la cour. Un détail retient particulièrement l'attention. Elle a les yeux bleus. À cette époque, un tel trait est rare au point d'intriguer. Très vite, elle se fait remarquer dans l'entourage du roi, où elle reçoit le titre de dame d'honneur de la reine d'Anjou. Peu après, elle devient la maîtresse officielle de Charles VII. Sa présence change les habitudes de la cour. Jusque-là, les favorites des souverains restaient dans l'ombre, tolérées mais discrètes. Agnès, elle, s'impose ouvertement. Elle affiche au grand jour son lien avec le roi. Son goût vestimentaire accentue encore cette singularité. Elle aime les étoffes précieuses, les robes à longue traîne, les fourrures, les tissus luxueux. Elle popularise le décolleté profond qui découvre largement la poitrine au point de faire scandale. Dans certains portraits attribués à Jean Fouquet, un sein nu apparaît presque frontalement. Ses détracteurs la qualifient de ribaude. Son surnom de vierge au lait joue à la fois sur l'image de la maternité et sur la pâleur de son teint. Elle porte des coiffes élaborées, des voiles sombres, des bijoux de prix, des chaînettes, des colliers, des diamants. Son apparence suscite fascination et hostilité. Elle ne ressemble pas à ce qu'on attend alors d'une femme influente auprès du roi. Elle devient une figure à part. Mais Agnès n'est pas seulement une beauté de cour, elle comprend vite comment exercer une influence réelle. Charles VII l'écoute. De cette union naissent plusieurs enfants, dont 3 filles qu'il reconnaît officiellement. Parmi elles se trouve Charlotte de Valois. Agnès sait s'imposer auprès du souverain et utilise sa position avec intelligence. Beaucoup voient en elle une femme capable d'orienter les décisions, d'obtenir des charges, d'intervenir dans les affaires politiques. Cette proximité agace profondément le dauphin Louis, futur Louis XI. Il supporte mal la place qu'occupe la favorite auprès de son père. On rapporte qu'un jour, lors d'une dispute, il aurait levé l'épée contre elle. Charles VII, excédé, finit par écarter son fils de la cour et l'envoie gouverner le Dauphiné. Le charme d'Agnès lui attire autant d'alliés que d'ennemis. En 1450, alors qu'elle est encore jeune, elle meurt brutalement après la naissance prématurée d'une petite fille. Elle n'a que 28 ans. À l'époque, on parle d'un flux de ventre, expression médiévale désignant une hémorragie. Sa disparition est si soudaine qu'elle suscite très vite des soupçons. Certains regardent vers le dauphin Louis, tant ses rapports avec elle étaient tendus. Bien plus tard, des analyses réalisées lors de l'autopsie de sa dépouille révéleront une forte concentration de mercure. Les historiens en débattent encore. Il est possible qu'elle ait reçu une dose massive de cette substance comme traitement médical, ce qui pourrait accréditer l'hypothèse d'une mort naturelle. Mais le doute, lui, ne disparaît jamais complètement. À l'approche de la fin d'Agnès, une scène restée célèbre prend une dimension presque surnaturelle. Charlotte de Valois, encore enfant, se trouve un jour auprès d'une vieille femme qui se présente comme diseuse de bonne aventure. Celle-ci lui prend la main, observe sa paume puis lui annonce « 3 de même mourront, et vous serez la seule à vivre heureuse ». La jeune fille écoute, puis la prophétie s'efface peu à peu de son esprit, comme beaucoup de paroles prononcées en passant. Sur le moment, elle n'y prête pas plus d'attention. Quand Louis XI monte sur le trône, il règle vite ses comptes avec ceux qui avaient servi son père. Il reproche encore au feu Charles VII certaines décisions
et parmi elles l'influence excessive accordée à Agnès. Pourtant, il revient finalement sur son hostilité première, il a besoin d'hommes expérimentés. Il fait libérer Jacques de Brézé, un soldat aguerri, valeureux, déjà réputé pour ses qualités militaires. En échange de cette faveur, il pose une condition. Jacques devra épouser Charlotte de Valois, la fille naturelle de l'ancien roi et donc sa demi-sœur. Pierre de Brézé accepte l'accord. Peu après, Jacques et Charlotte sont fiancés. Les deux jeunes gens se ressemblent peu. Jacques a les cheveux noirs, les yeux sombres, une allure fière, presque dure. Il a un frère de lait, Pierre de la Vergne, qui a grandi avec lui et combattu à ses côtés. A l'inverse, Jacques apparaît comme un homme au tempérament raide et autoritaire, là où son compagnon est décrit comme plus doux. Quelques jours avant le mariage, Pierre de la Vergne apporte à Charlotte les présents destinés aux noces à l'hôtel Saint-Paul. En voyant l'émotion de la jeune femme, son visage troublé, sa gêne, sa difficulté à trouver ses mots, il comprend qu'elle n'est pas indifférente. De son côté, Charlotte perçoit aussi quelque chose. Entre eux, une étincelle passe, discrète mais réelle. Les deux cœurs viennent peut-être de se reconnaître sans encore savoir ce que cela coûtera. Le 1er mars 1462, les noces sont célébrées avec éclat. Charlotte apparaît dans une tenue d'un grand raffinement. Elle porte une coiffe élaborée, un hennin recouvert de gaze fine. À ses oreilles pendent des girandoles de diamants qui accentuent l'éclat de son teint très pâle, presque blanc. À son cou repose un lourd collier fermé par une escarboucle rouge, pierre considérée comme précieuse. Son front est couvert d'un voile de soie maintenu par un haut de forme. Ses pieds sont chaussés de poulaine. Elle avance dans ses atours comme une grande dame du XVe siècle, droite, surveillée, observée. Les usages veulent que les femmes se déplacent ainsi, habillées selon leur rang jusqu'au moindre détail. Au milieu de cette cérémonie splendide, un incident a pourtant lieu. Lorsque Jacques de Brézé s'approche pour déposer sur la joue de son épouse un baiser discret, Charlotte se penche en arrière comme saisie d'un trouble soudain. Sous le regard de tous, elle s'évanouit. Des proches accourent, l'aident à se relever, replacent sa coiffe, cherchent à sauver les apparences. Beaucoup y voient une faiblesse passagère ou un simple effet de superstition. Le moindre geste est alors interprété comme un signe. Une autre lecture s'impose pourtant. Jacques ne peut s'empêcher de penser à sa mère, Agnès Sorel, elle aussi favorite royale. Charlotte appartient au même sang. Pour lui, elle reste la fille d'une femme aux mœurs trop libres. Cette idée nourrit chez lui une suspicion de fond qui ne le quittera plus. Avec le temps, Charlotte accomplit pourtant ce que l'on attend d'elle. Elle devient épouse, puis mère. Elle donne naissance à 5 enfants. Mais ces grossesses ne suffisent pas à calmer la jalousie maladive de Jacques de Brézé. Au contraire, il prend l'habitude de la faire surveiller. Il mobilise ses hommes d'armes, contrôle ses allées et venues, l'observe constamment. À chaque déplacement, il veut savoir où elle se trouve, avec qui, dans quel but. Il lui retire toute liberté. Cette méfiance devient un mode de vie. Mais de son côté, Jacques lui aussi est agité par ses propres tourments. Un jour où il apprend que Pierre de la Vergne se rend au château de Brissac alors qu'il est lui-même absent, il commence à imaginer ce qu'il ne peut prouver. Ses soupçons deviennent plus précis. À cette époque, les visiteurs qui croisent Charlotte au château de Rouvre ou ailleurs remarquent le poids qui semble s'être posé sur elle. Un vieux concierge du château de Rouvre, Pierre Hinson, aurait été l'un des premiers à constater qu'elle n'a plus l'allure sereine de ses débuts. Les signes s'accumulent. Jacques se rapproche toujours davantage de Pierre de la Vergne. Il le considère comme son compagnon de chasse, son homme de confiance, presque un frère. Et le 8 mai 1477, persuadé qu'une partie de chasse doit avoir lieu, il part en forêt. Puis, pour une raison qui reste floue, il change brusquement d'avis. Il revient en arrière plutôt que prévu. Un valet nommé Pierre l'aborde alors discrètement et lui glisse quelques mots. Jacques pâlit. Il comprend d'un coup, sa femme le trompe, et pas avec n'importe qui, avec son propre frère de lait, son frère d'armes. La rage l'emporte aussitôt. Jacques n'écoute plus rien. Poussé par une colère brutale, il s'empare d'un poignard et entre dans la chambre où les amants se trouvent. Il tue Pierre de la Vergne sur place, puis se lance à la poursuite de Charlotte qui s'enfuit jusqu'à sa chambre. Elle implore sa pitié, se dénude devant lui, le supplie de lui laisser la vie. Il n'en fait rien. Il la transperce d'un coup d'épée. La jeune femme s'effondre dans une mare de sang. Après ce double meurtre, Louis XI décide de poursuivre Jacques de Brézé en justice. Il le condamne à une lourde réparation financière, 100 000 écus, somme considérable pour l'époque, à laquelle s'ajoute l'obligation de vendre une grande partie de ses biens et de faire enfermer certains de ses domaines. Jacques mourra en 1494. Avant de mourir, il demandera à être inhumé aux côtés de Charlotte dans la même tombe familiale de l'église de Molévry, comme s'il avait voulu rétablir dans la mort ce qu'il avait lui-même détruit dans la vie. À partir de ce drame, le château de Brissac n'est plus tout à fait un simple château. Le fantôme de Charlotte commence à y être associé durablement. On ne la voit pas sous une forme menaçante, mais sous celle d'une dame verte, figure de femme assassinée qui continue d'errer dans les lieux où elle a été trahie. Son apparition prend une intensité particulière les nuits d'orage. Le fantôme serait surtout remarqué dans une chambre ayant accueilli au XVIIe siècle
un membre de la famille, décoré de tapisseries chinoises et doté d'un vaste lit à baldaquin orné de tentures jaunes. Le propriétaire actuel des lieux reconnaît lui-même que cette pièce crée un malaise réel, surtout lors des longues nuits d'hiver. C'est là, dit-on, que le spectre se manifeste le plus souvent. On le signalerait aussi dans la tour de la chapelle. Charlotte n'a pas été tuée dans cette chambre précise, mais le lieu semble avoir été choisi par son esprit. Sous cette forme verdâtre, elle continue de hanter le château. Et derrière cette couleur inhabituelle, certains voient une explication symbolique. Peut-être cherche-t-elle, dans cette errance sans fin, à se purifier de fautes anciennes qui ne sont pas forcément les siennes. Peut-être aussi que cette teinte n'est qu'un autre signe du décalage entre la femme qu'elle fut et la manière dont l'histoire a fini par la retenir. Au fond, la Dame Verte de Brissac n'est pas seulement un fantôme de château, elle est le prolongement d'une histoire de pouvoir, de naissance illégitime, de mariage imposé, de désir interdit et de jalousie meurtrière. Dans les couloirs de cette immense demeure, dans la grande galerie, dans les chambres épaisses et les tours, sa présence serait encore ressentie. Et lorsque l'orage éclate au-dessus du géant du Val-de-Loire, beaucoup pensent qu'elle ne quitte jamais vraiment les lieux. Ce n'est pas un chien, ce n'est pas non plus un homme. D'après ceux qui disent l'avoir vu, c'est quelque chose qui se situe exactement entre les deux. Plusieurs témoins, installés dans différentes régions françaises, ont décrit une créature de ce type. Mais parmi tous les récits, l'un des plus marquants reste celui d'un homme prénommé Alain. Par prudence, il n'a pas souhaité révéler son identité complète. Avant même d'entrer dans le cœur de son témoignage, un point mérite d'être précisé. Alain n'a rien d'un exalté, d'un marginal ou d'un homme cherchant à attirer l'attention. À l'époque des faits, il a 54 ans. Il se décrit lui-même comme un citoyen tout à fait ordinaire. Il travaille dans un hôtel de luxe à Monaco, il habite dans la région niçoise et effectue 5 jours par semaine le trajet entre son domicile et la principauté. Il est marié, père de 2 enfants âgés de 22 et 14 ans. Ses loisirs sont simples, bricolage, la restauration de voitures anciennes, les occupations tranquilles d'un homme menant une existence stable. Jusqu'en janvier 2018, il considère sa vie comme banale. Une famille, un emploi, des habitudes bien installées. Rien ne le prépare à ce qu'il va vivre. Un soir d'hiver, dans les phares de sa voiture, une créature mi-homme, mi-animal va apparaître devant lui et bouleverser sa façon de voir le monde. Aux États-Unis, ce phénomène est connu depuis longtemps. En revanche, en France, le dogman reste presque absent de l'imaginaire collectif. Dans un pays aussi attaché au rationalisme, l'idée d'une créature de ce genre paraît à beaucoup invraisemblable. Pourtant, ce n'est pas parce qu'un phénomène n'entre pas dans une catégorie reconnue qu'il n'existe pas dans les témoignages. Il ne s'agit ni d'une croyance locale isolée, ni d'un simple folklore entièrement effacé par la modernité. Depuis longtemps, des récits similaires émergent à différents endroits du globe. Et malgré le regard souvent sceptique porté sur ce type d'affaires, certains chercheurs affirment qu'aucune hypothèse ne doit être rejetée d'emblée. Le dogman, à ce jour, ne bénéficie d'aucune preuve formelle permettant d'établir son existence de manière définitive. Mais l'inverse est vrai aussi. Rien ne permet de clore catégoriquement la question. Aucune case scientifique ou académique ne permet vraiment de le ranger. Et c'est précisément ce qui dérange. Quelle créature pourrait bien correspondre à une telle description? On pense parfois au Bigfoot américain, au Sasquatch canadien, à l'Almasty du Caucase, au Yowie australien ou encore à l'Orang Pendek d'Indonésie. Tous appartiennent à la grande famille des êtres relégués à la frontière du mythe, mais profondément enracinés dans la mémoire populaire. Pourtant, ce que décrivent les témoins du dogman ne ressemble pas exactement à cela. Le phénomène n'évoque pas seulement un grand primate ou un humanoïde velu, il renvoie à autre chose, de plus dérangeant encore. Le lundi 8 janvier 2018, au volant de sa voiture sur la moyenne corniche, la route M6007, il roule en direction de Monaco. Il vient de quitter Nice et traverse les hauteurs dominant la côte. Comme souvent, il rentrera tard. Il connaît parfaitement ce trajet qu'il effectue depuis environ 15 ans. Ses journées de travail sont longues, souvent proches de 12 heures, et ses allers-retours durent en moyenne 3 heures. Il est environ 23h45. D'ordinaire, Alain se déplace plutôt à scooter, moyen de transport plus commode dans cette zone urbaine. Mais ce soir-là, il a pris sa voiture, une Mitsubishi Parero. La pluie est fine, il tombe quelque chose qui ressemble à une brume légère, mais il ne s'agit pas du brouillard dense qu'on rencontre dans certaines régions. Nous sommes sur la côte d'Azur, loin des paysages noyés des landes ou des forêts épaisses. Sa voiture fonctionne à l'essence et non au diesel, si bien que le véhicule ne rejette pas de fumée visible. Ce détail compte pour la suite. Après une rude journée, afin d'éviter de s'assoupir au volant, Alain allume la radio. Une musique de jazz tourne en continu dans l'habitacle. Il est près de minuit. La chaussée est déserte. Le secteur a déjà une allure semi-rurale, un morceau de campagne suspendu au-dessus de l'agitation urbaine, même si des lampadaires municipaux assurent encore une bonne visibilité. Soudain, Alain aperçoit au loin ce qu'il prend d'abord pour un chien. L'animal traverse la route. Le réflexe paraît banal. Il ralentit légèrement, laisse tourner le moteur et observe. Mais presque aussitôt, quelque chose l'arrête.
Ce qu'il a devant lui ne correspond pas à un chien ordinaire. L'animal, ou ce qu'il croit être un animal, est seul. Il avance de profil. Alain distingue un long museau, des oreilles dressées, une silhouette massive. La créature longe un mur constitué de pierres surmontées de grillages à un endroit où les phares éclairent bien la chaussée. Intrigué, surpris de voir un tel gabarit à cette heure, il décide de faire un écart de route et de s'approcher. À une dizaine de mètres de l'endroit où l'apparition se tient, il se gare brièvement pour observer plus précisément. Dans l'habitacle, un système de sécurité projette une lumière intérieure par l'aide d'un rouge orangé. Alain est maintenant tout près. Son premier mouvement est d'essayer de comprendre ce qu'il regarde. La voiture arrive à hauteur de la silhouette. Il estime alors sa taille à environ 1,70 m. Cette mesure le frappe immédiatement. Jamais, dans toute sa vie, il n'a vu un chien d'une telle hauteur. Il ne s'agit pas d'un canidé ordinaire. La créature est bipède. En une fraction de seconde, Alain comprend qu'elle ne marche pas comme un animal classique. Elle se déplace avec aisance sur ses pattes postérieures et peut rester longtemps immobile dans cette position. La tête, en revanche, évoque bien celle d'un chien. Elle est allongée, le museau puissant, les oreilles grandes, pointues, triangulaires et pendantes sur les côtés. Entre l'homme et la bête se joue alors quelque chose de très étrange. La créature d'une grande taille marche d'un pas étonnamment souple. Alain remarque qu'elle ne pose pas seulement des pattes, mais que ses membres antérieurs ressemblent à des bras, terminés par des doigts. Ses mains sont recouvertes de poils longs. Son corps presque entier est noir, d'un noir charbon. Grâce au lampadaire, la lumière permet de distinguer des détails normalement invisibles dans une telle scène nocturne. Les poids paraissent sales, tachés, comme si l'animal ou l'être n'avait pas été entretenu depuis longtemps. Pendant les minutes qui suivent, Alain a tout le loisir de la regarder. Du sommet de la tête jusqu'à la base du bassin, la silhouette paraît presque hérissée. La peau semble tendue, irrégulière. Sur le visage, les poils sont drus, serrés. Sur le reste du corps, ils sont plus longs, plus souples et battent légèrement sous le vent. Une crinière très basse couvre le dos. La queue est touffue, comparable à celle d'un renard. Mais ce qui le traumatise le plus, c'est la gueule. Alain ne peut pas oublier cette dentition. Dans cette bouche ouverte, il voit une mâchoire immense, garnie de grosses canines acérées, presque trop développée pour sembler réelle. La bête donne l'impression de pouvoir éventrer une proie avec facilité. Figé, Alain tente malgré tout de rester lucide. Il voudrait croire à une erreur, pourtant la fatigue n'explique pas tout. Ce qu'il voit ne correspond à rien de connu. Puis l'attitude de la créature change. Alain va reprendre son trajet, persuadé d'avoir déjà vécu quelque chose d'impossible quand il comprend que l'être est toujours là, juste derrière la vitre de sa Mitsubishi. Il peut le sentir. La bête se redresse encore, se rapproche du véhicule avec une puissance qui le saisit. Les cuisses sont massives, les muscles nettement dessinés. À l'endroit des genoux, les pattes s'amincissent jusqu'à former presque des jambes de canidé. Cet entre-deux anatomique est difficile à décrire. En regardant cette forme, Alain pense, malgré lui, à certaines images de films ou de bandes dessinées, mais ce qu'il a devant les yeux paraît bien plus concret. Il note surtout une particularité dérangeante. Aucun animal ne devrait avoir un tel regard. Ce n'est pas seulement un regard attentif ou méfiant, c'est un regard intelligent, réfléchi, presque humain, avec quelque chose d'évaluateur. Alain a la sensation que la créature le jauge, qu'elle pourrait, si elle le voulait, entrer en interaction avec lui. Il ne lit ni fureur aveugle, ni folie dans ses yeux. Au contraire, ce qui s'en dégage lui paraît organisé, maîtrisé, sûr de soi. À ce moment précis, la bête se tourne soudain vers la mer. Il ne faut pas oublier qu'il se trouve sur la moyenne corniche, en bord de route, au-dessus de la côte. L'être reste un instant le museau pointé dans cette direction, comme s'il percevait autre chose. Ensuite, toujours debout sur ses jambes arrière, il revient lentement vers Alain. Son regard est magnétique. Le témoin se rappelle parfaitement cette scène. La créature tient le mur sur le côté, le ravin n'est pas loin, et le filet de protection qui borde certains passages laisse voir un terre-plein semé de cailloux. Après quelques secondes, l'apparition disparaît du champ visuel. Alain songe d'abord à sortir de son véhicule pour comprendre ce qui vient de se produire. Mais l'idée le traverse à peine. Il se ravise aussitôt. Son esprit le rattrape. Il redémarre, quitte l'endroit et rentre chez lui sous le choc. Il est environ minuit 30. En arrivant à la maison, Alain dort mal. Toute la maisonnée est endormie, mais lui ne trouve pas le repos. Les semaines et les mois qui suivent sont difficiles. Il subit un sérieux contre-coup psychologique. Personne autour de lui ne prend réellement la mesure de ce qu'il a vécu. Le doute extérieur le blesse presque autant que la scène elle-même. Pourtant, au fond de lui, il sait qu'il n'a ni inventé ni rêvé. Il ne se considère pas comme la victime d'une hallucination et très vite, il se heurte à une autre réaction. Plusieurs proches lui reprochent de ne pas avoir filmé ou photographié la créature. Pourquoi n'a-t-il pas sorti son téléphone? Pourquoi n'a-t-il pas saisi cette chance unique? La réponse tient à l'évidence du moment. Qui, dans un tel état de sidération, aurait pensé à déverrouiller calmement son portable, viser correctement
prendre une image ou lancer une vidéo. En revanche, une chose est sûre, Alain a eu la sensation très nette d'avoir été dérangé dans ses habitudes, comme si quelque chose avait surgi pour interrompre sa vie ordinaire. 2 semaines après cette rencontre, il cherche une forme de réponse et se rend chez le curé de sa paroisse. Les questions le poursuivent. Ce rendez-vous ne le soulage pas totalement, mais le prêtre lui répond de manière étonnante. Selon lui, l'histoire n'a rien de surprenant. Il ajoute même une phrase qui marque Alain durablement. Le bien et le mal existent. Pour le curé, la créature n'était peut-être pas seulement un animal inconnu ou un être d'une autre catégorie. Elle pouvait aussi relever d'un ordre de protection, comme une manifestation liée à un ange gardien. L'interprétation est déroutante, mais elle ouvre une autre piste. Peu après, Alain continue pourtant à faire exceptionnellement le trajet sur la M6007. Il n'a pas le choix. Son domicile et son travail l'obligent à reprendre cette route. Mais depuis janvier 2018, il ne revoit plus jamais la créature. L'expérience paranormale l'amène à se renseigner davantage sur le secteur. Il découvre que l'apparition s'est produite près d'un lieu sensible. La zone se trouve non loin d'une église, du cimetière des Pénitents Blancs et d'un ancien espace funéraire. Cette proximité avec des lieux régionaux ou liés aux morts revient souvent dans les récits concernant le Dogman. Un peu plus haut, au-dessus de la voie M6007, se dresse aussi la fameuse route des Diables Bleus à proximité du col d'Aise. Et dans les environs circule depuis longtemps une vieille légende. Autrefois, dit-on, un pont du diable se trouvait là. Le diable aurait proposé à un paysan de construire un pont permettant de traverser le ravin en échange de l'âme de la première personne qui l'emprunterait. L'homme accepte, le démon l'aide, mais le lendemain, le paysan le trompe en lançant d'abord un chien sur l'ouvrage. L'animal serait sacrifié à sa place. Ce détail trouble Alain, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Les témoignages sur le Dogman ne datent pas d'hier. Sur Internet, le sujet s'est surtout développé aux États-Unis. Aujourd'hui, 38 États américains rapportent des récits de ce type. Mais bien avant les réseaux modernes, les traditions amérindiennes parlaient déjà d'êtres comparables. Mais même en France, d'autres cas existent. L'un des plus connus, après celui des Alpes-Maritimes, est évoqué dans le Jura, en Franche-Comté. Le samedi 13 avril 2019, 2 femmes promenèrent leurs chiens dans les bois. Elles laissent leur voiture sur un parking et s'engagent dans une allée après avoir franchi une barrière. Nous sommes en début de printemps. Les arbres ont retrouvé leurs feuilles, les bourgeons sont sortis, le ciel est clair, le temps lumineux. Rien n'annonce une rencontre de cette nature. Arrivée dans une cuvette au milieu du parcours, elle voit surgir une forme sombre, d'abord prise pour une biche. L'une d'elles pousse un cri, se met à l'abri de la voiture tandis que l'autre continue encore sa marche. Mais très vite, quelque chose dans l'atmosphère devient anormal. Les oiseaux cessent de chanter, le murmure du vent disparaît, un silence inhabituel s'installe. Puis, venant d'une butte, une randonneuse voit surgir une masse obscure. La silhouette s'élève. Devant elle se tient une énorme tête de canidé, soutenue par un cou puissant, prolongée par un buste d'homme. La vision est d'une cohérence troublante. Ce n'est pas seulement une bête, pas seulement un homme. Les oreilles sont pointues, le museau est allongé, le torse paraît humain, très développé, avec de larges épaules et des cuisses impressionnantes. La créature est bipède. Au début de l'apparition, elle avance presque comme portée par quelque chose, un peu à la manière d'un pantin qu'on aurait dressé, puis elle reste immobile. Cette seconde témoin perd immédiatement son équilibre intérieur. Elle comprend qu'il ne peut pas s'agir d'une personne déguisée. L'idée lui paraît absurde. Aucun être humain ne pourrait se déplacer ainsi ni présenter de telles proportions. La bête mesure plus de 2 mètres, peut-être davantage. Ses caractéristiques physiques sont incompatibles avec celles d'un homme ordinaire. Pourtant, là encore, aucun mois ne passe sans qu'elle repense à cette scène. 1 an plus tard, le souvenir est intact. Comme Alain dans les Alpes-Maritimes, elle finit par tenter un contact plus discret avec le phénomène. 2 mois après leur première apparition, les 2 femmes retournent sur place le 17 juin 2019 à 20h30. Elles veulent comprendre. Elles se tiennent au bord de la même allée, cette fois en début d'été. Au loin, un petit nuage de brume très dense apparaît. Il est plus épais qu'un simple voile de condensation. Quelqu'un qui regarde rapidement pourrait croire à un nuage ordinaire, mais non. Cette masse blanche avance contre le vent. En toute logique, un brouillard naturel devrait dériver autrement. Elle le voit se rapprocher dans ce nuage. Elle distingue alors des sortes de formes humaines translucides. À l'instant précis où cela se produit, elle ressent un malaise brutal accompagné d'une impression d'électricité statique, comme à l'approche d'un orage. Un bourdonnement électronique se fait entendre, d'abord lointain, puis soudain très proche. Elles sont en pleine nature, loin de toute habitation. Et pourtant, les lumières de leur voiture commencent à clignoter. Plus tard, en vérifiant la date, elles constateront que le 17 juin 2019 correspondait à une pleine lune. Lorsqu'on compare les témoignages les plus solides, plusieurs points communs apparaissent qu'il s'agisse des États-Unis ou de la France. Des empreintes canines très grandes ont parfois été relevées sur le sol, certaines dépassant 30 cm. D'autres éléments reviennent encore plus souvent. Les témoins parlent d'un sentiment de supériorité émanant de la créature. Elle domine l'humain,
non seulement par sa taille, souvent proche de 2 mètres ou davantage, mais par son comportement. Un véritable contact visuel semble s'établir entre le dogman et ceux qui l'observent. Et dans ce regard fixe, beaucoup perçoivent une intelligence exceptionnelle. La force qui émane de la créature est aussi décrite comme phénoménale, presque hors norme. Autre détail souvent signalé, quelques secondes avant l'apparition, un brouillard étrange se forme, même par beau temps. Un silence total et inhabituel s'installe alors dans l'environnement. Et lorsque la bête se manifeste, elle n'émet pas seulement des grognements comparables à ceux d'un loup. Parfois, un hurlement aigu, presque humain, se fait entendre au fond des bois. Enfin, la créature apparaît fréquemment près de lieux religieux, de cimetières ou d'endroits liés aux morts. C'est précisément ce que l'on retrouve dans les Alpes-Maritimes. Heureusement, certains témoins finissent par dépasser la peur du ridicule et racontent ce qu'ils ont vécu, notamment sur internet. Grâce à eux, ces récits ne restent pas enfermés dans le silence. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher ce type d'apparition au bout du monde ou au sommet d'une chaîne montagneuse lointaine. D'après ces témoignages, il suffirait parfois de parcourir en voiture la moyenne corniche entre Nice et Monaco, au milieu d'un paysage rocheux, sauvage et vertical, surtout la nuit. Peut-être qu'un conducteur prudent, roulant lentement, croisera à son tour le dogman. Malgré son apparence inquiétante, beaucoup pensent qu'il n'est pas réellement agressif. Il semble plutôt coincé dans une condition qu'on ne comprend pas, comme une créature suspendue entre deux états, entre deux dimensions. Cela ne l'empêche pas d'inspirer une peur immédiate, et pour une raison simple, presque instinctive, ses yeux, disent certains, donnent l'impression de pouvoir traverser quelqu'un de part en part. C'est une vaste forêt domaniale traversée de torrents, de rivières et de ravins profonds. L'endroit est sombre, ancien, difficile à saisir d'un seul regard. Ces sapins épais auraient été plantés au XIIe siècle par les moines de l'abbaye cistercienne de Boscodon, une abbaye dont l'histoire a été marquée par des périodes violentes et par le meurtre de religieux il y a plusieurs siècles. Située dans le parc national des Écrins, au cœur du massif du Morgon, dans les Hautes-Alpes, cette forêt est devenue, à partir de 1995, le théâtre d'une série de disparitions troublantes. 6 randonneurs s'y sont littéralement volatilisés. Alors que 4 disparitions s'étaient déjà produites en 5 ans, 2 autres cas sont venus alourdir cette liste. Au fil du temps, la forêt de Boscodon s'est chargée d'un sentiment d'angoisse et de confusion si fort que le maire de Crau, commune à laquelle le massif forestier est rattaché, a fini par conseiller à ses administrés de ne plus aller se promener seul sur les sentiers de randonnée. Malgré l'approche rationnelle des autorités, malgré les enquêtes, malgré les recherches, les circonstances exactes de ces disparitions n'ont jamais été complètement éclaircies. Alors une question continue de revenir. Que se passe-t-il vraiment dans ces bois ? La forêt serait-elle frappée par une malédiction ou cache-t-elle autre chose? Le site est pourtant très recherché des randonneurs. À une trentaine de kilomètres de Gap, la forêt profonde de Boscodon couvre près de 1000 hectares. Elle attire par sa beauté, par ses reliefs, par sa densité. Depuis 2018, le secteur est même présenté comme une forêt d'exception, un titre encore rare en France, situé à moins de 5 km au sud du lac de Serponçon. Le massif forestier de Boscodon est un mélange de sapins blancs, de pins noirs d'Autriche, hérité d'une riche diversité écologique. Les clairières succèdent aux pentes douces, puis viennent les ravins plus abrupts, les vallons, les ruptures de terrain. Des balcons naturels dominent le paysage. Partout surgissent des noms qui pourraient déjà suffire à troubler l'imagination. Le torrent de la Mure, la combe de ruines mortes, l'Empourière, la fontaine des miracles, le ravin d'Iscar, l'Infernette, la prière de la forêt. Même sans connaître les drames qui s'y sont joués, l'endroit a quelque chose de singulier. Au cèdre du parc national des Écrins se mêle une impression plus froide, comme si derrière la carte postale alpine, la forêt gardait en réserve une présence plus sombre. Entre 1995 et 2020, 6 randonneurs s'y sont évaporés. À ce jour, les conditions de ces disparitions demeurent non élucidées. Pour les marcheurs, Boscodon ressemble d'abord à un paradis. Originaire du Gap, Lucie Marcacrez part le 18 juillet 1995 faire une randonnée avec des amis en direction du lac de Serponçon. Elle a 63 ans. C'est une femme énergique, sportive, habituée aux promenades en montagne. La journée se déroule normalement. Le temps est agréable. À un moment, Lucie décide de cueillir des fleurs un peu à l'écart du groupe après avoir aperçu un beau bouquet. Elle s'éloigne légèrement, mais on ne la reverra plus jamais. 20 ans plus tard, le 2 juin 2015, c'est au tour de Monique Tibera, 65 ans, de disparaître dans le même secteur, au nord du massif, sur la commune de Crau. Dans le groupe d'amis avec lequel elle marche ce jour-là, elle est considérée comme l'une des plus lentes. L'itinéraire prévu, une boucle de 4 heures jusqu'au pic du Morgon, représente déjà un effort important pour elle, car cette montagne est raide et encore très enneigée. La vue sur le lac de Serponçon est splendide, presque irréelle, et les randonneurs sont ravis de se trouver là. Monique suit ses 3 compagnons en descente sur le sentier, un peu en retrait. Son allure est plus lente. Quelques minutes plus tard, lorsqu'ils regardent derrière eux, elle n'est plus là. Ils pensent d'abord qu'elle s'est simplement arrêtée, puis ils tournent au détour d'un virage vers la bergerie. À 16h30, les autres randonneurs ont rejoint le parking du Grand Clos, situé juste au-dessus de l'abbaye. Monique, elle, n'a pas réapparu. Surpris,
Il pense encore qu'elle a pu les devancer ou emprunter un autre passage pour retrouver la voiture. Mais rien. Son téléphone portable ne donne rien non plus. Aucune réponse. Une intuition brutale s'impose. Quelque chose est arrivé à leur ami. Ils préviennent aussitôt les secours. Tout le village de Gros se mobilise. Des moyens considérables sont déployés. On ratisse le terrain, on quadrille les abords du chemin, on sonde les alentours de la bergerie et les zones boisées. La gendarmerie, la brigade cynophile, des drones, des équipes de recherche, des hélicoptères, tout est engagé. Les habitants comme les touristes sont interrogés. Pourtant, dans la descente du pic du Morgon, personne n'a croisé Monique. Ce cas trouble d'autant plus qu'un élément revient 2 jours plus tard. Une femme affirme avoir entendu des appels après la disparition de Monique dans le secteur du sentier de Charence. En 2021, 6 ans plus tard, les recherches sont reprises sur place, une nouvelle fois sans résultat. Monique demeure introuvable. 1 an plus tard, le 25 décembre 2016, une nouvelle disparition s'ajoute à la liste. Marie-Christine Camus, 62 ans, habite le village d'Avançon dans les Hautes-Alpes. Ce jour-là, elle quitte la maison pour une promenade, une simple marche aux alentours de l'abbaye, mais elle ne reviendra jamais. Très vite, l'enquête approfondie ne débouche sur aucun élément déterminant. Son véhicule, une Fiat Panda blanche, est retrouvé verrouillé sur un parking proche de l'abbaye. Son téléphone portable, lui, est introuvable. Cet objet va devenir l'un des points les plus déconcertants du dossier. Comment une femme venue marcher quelques heures peut-elle disparaître ainsi dans Boscodon? Et surtout, comment expliquer certains détails relevés ensuite par les enquêteurs? Sa voiture, achetée récemment à son fils, avait été remise depuis 5 jours à cet emplacement. Ce comportement n'est pas habituel pour Marie-Christine. Dans l'habitacle, les gendarmes retrouvent son sac à main contenant papiers d'identité et carte bancaire, mais pas son téléphone. Ses proches la décrivent comme une femme méthodique, discrète, équilibrée. Et là encore, les recherches terrestres, les reconnaissances aériennes, les appels à témoins et même les pistes parallèles ne produisent rien. Des proches iront jusqu'à consulter des radiesthésistes et des médiums, mais aucune de ces démarches n'aboutira. 5 années entières seront ensuite nécessaires avant que son nom ressurgisse dans le drame de Boscodon. Pendant ce temps, la forêt continue de nourrir la rumeur. Avale-t-elle ceux qui s'y aventurent? Cache-t-elle un piège? Une zone où les traces s'interrompent d'un coup? Certains se demandent pourquoi les opérations menées par la gendarmerie, parfois avec d'importants moyens techniques et la brigade cynophile, ne parviennent pas à aboutir. Il arrive pourtant que les chiens repèrent une piste, mais celle-ci se perd brusquement comme si la personne recherchée s'était effacée d'une seconde à l'autre. Le 12 juillet 2021, des randonneurs font une découverte macabre dans cette forêt devenue redoutée. Les analyses ADN menées par les médecins légistes permettent d'identifier les restes. Il s'agit bien de Marie-Christine Camus. Les ossements se trouvaient dans une zone que les habitants appellent l'échelle, un endroit très pentu, difficile, où la végétation est dense au point de rendre les déplacements pénibles. Le site est dangereux, presque hostile. Pourtant, un détail alimente encore le trouble. Aucun vêtement n'est retrouvé. Pas même une trace exploitable pour déterminer si Marie-Christine a pu être attaquée par des animaux sauvages, des sangliers ou des cervidés. Dès lors, les mêmes questions reviennent avec plus d'insistance. Toujours en juillet 2021, un autre corps est retrouvé dans le même secteur. Le squelette correspond à celui de Laurence, une randonneuse avertie qui connaît très bien la région. Le 26 novembre 2020, elle a quitté le petit village de Beauvillard, près de Creux, pour aller marcher. Son sac est sur le dos, elle porte un jean, un blouson léger, des baskets. Elle n'a pas emporté de veste plus chaude, ce qui laisse penser qu'elle prévoyait une sortie relativement courte, autour d'1h30. Au bout de quelques heures, ne la voyant pas rentrer, son mari alerte les secours. En juillet 2021, des os et une chaussure de randonnée sont repérés par des promeneurs sur la partie la plus élevée de l'arête de Boscodon. L'endroit est raide, difficile d'accès. 4 jours plus tard, le 2 juillet 2021, un hélicoptère de la gendarmerie de Briançon repère un crâne en contrebas de la crête du Morgon. L'analyse de l'Institut médico-légal de Grenoble permet d'établir qu'il s'agit bien des restes de Laurence. La question se pose aussitôt, ces ossements appartenaient-ils à la même zone de disparition? Là encore, la forêt semble avoir gardé, pour elle, la manière exacte dont la randonneuse est morte. À peine les habitants commencent-ils à encaisser ces découvertes qu'une troisième affaire ressurgit. En juillet 2021 encore, des ossements sont retrouvés et correspondent à un homme de 49 ans. Son nom est alors révélé, il s'agit de Cédric Delahaye, chauffeur de bus domicilié dans le Var. Son histoire, elle aussi, déroute. Au matin du 26 octobre 2020, il quitte son hôtel de Chorges, au bord du lac de Serponçon, où il était arrivé la veille avec sa femme. À 8 h, il laisse son téléphone portable sur le parking du Grand Clos. Lui aussi projette une marche aller-retour jusqu'au pic du Morgon. À midi, sa compagne, inquiète de ne pas le voir rentrer, prévient les secours. Pendant plusieurs jours, des recherches sont menées. Au début du mois de novembre, un os et une chaussure sont découverts dans le secteur. Puis, le 27 juin 2021, un crâne est repéré fortuitement par des promeneurs sur la partie haute de l'arête. Plus tard, l'Institut médico-légal confirme que ces restes sont ceux de Cédric. Un détail frappe encore, au moment de sa disparition,
il connaissait parfaitement le secteur. Son ami Patrick Lam, guide de haute montagne, disparu dans la région quelques années plus tôt, lui en avait déjà montré les accès. L'étendue de dispersion de ces ossements sur une zone importante renforce l'impression d'un puzzle jamais reconstitué. Son téléphone comme son ordinateur resteront introuvables. En remontant un peu plus loin dans le temps, on retrouve encore un autre promeneur disparu à Boscodon. En 2018, le corps d'un homme est découvert dans la zone du Mont Guillaume, sur le secteur de Bragous. Il s'agit d'un certain Nick, un sans domicile fixe d'origine allemande. C'est à peu près tout ce que les enquêteurs savent avec certitude. Là encore, les investigations se heurtent aux mêmes obstacles. Les autorités envisagent principalement deux hypothèses. Un accident ou alors il s'est donné la mort. Pour écarter ou confirmer ces scénarios, elle s'appuie sur les profils psychologiques des victimes. Dans le cas de Cédric, l'un de ses proches rappelle qu'un homme fragile venant à peine de sortir de convalescence pouvait peut-être être exposé à une forme de détresse. Pourtant, le procureur de la République finit par considérer que les indices ne sont pas suffisants pour orienter l'enquête vers une véritable piste criminelle. En l'espace de 3 semaines seulement, 3 cadavres de randonneurs longtemps recherchés sortent ainsi du silence. Pour la population locale, cette découverte ne dissipe pas le mystère, elle l'épaississe. Une nouvelle fois, les recherches très lourdes menées à l'époque n'avaient rien donné. Or, les dépouilles sont finalement retrouvées dans des zones déjà parcourues par les promeneurs, les chiens et par les gendarmes. Les militaires avaient bien repéré dès le début la trace de Cédric Delahaye jusqu'à la ligne de crête bordant les précipices. Ils avaient même suivi certaines pistes jusqu'au pont du Marquisat que traverse un torrent violent. Et pourtant, rien n'était apparu alors. La forêt de Boscodon reste pourtant un lieu fréquenté. Chaque année, elle voit passer des milliers de randonneurs, des cueilleurs de champignons, des chasseurs. Les itinéraires y sont nombreux. Les habitants eux-mêmes ont l'habitude d'y marcher, parfois seuls. On sait par exemple que Monique Tibera emportait souvent son caméscope lorsqu'elle partait randonner. Ce jour-là, elle l'avait probablement sur elle. Et pourtant, le corps d'un défunt laisse toujours des traces. Plus troublant encore, un cadavre humain dégage en général une odeur forte que les chiens sont capables de détecter de loin. Or, dans plusieurs cas, aucune odeur de putréfaction n'a été repérée dans le périmètre où les recherches ont d'abord été menées. Aucun vol de rapaces n'a non plus été observé au-dessus de ces zones au moment des disparitions. Certains détails reviennent aussi d'un dossier à l'autre, surtout pour les victimes féminines. Plusieurs d'entre elles présentent des ressemblances physiques. Même chevelure sombre, même sourire, même silhouette assez fine, même tranche d'âge. Hasard troublant ou vrai motif de sélection, les familles, elles, continuent de s'interroger. Elle demande encore pourquoi les investigations n'ont jamais été poussées plus loin, pourquoi une piste téléphonique n'a pas été ouverte de manière plus offensive, pourquoi aucune enquête approfondie sur un éventuel détenu évadé, sur un marginal violent ou sur un homme vivant reclus dans la nature n'a été réellement menée au moment critique. Un flair de chien peut-il s'interrompre net en plein champ? Un individu peut-il se volatiliser sans laisser aucune trace? Un autre élément alimente les récits les plus étranges. Si l'on remonte encore plus loin, bien avant les disparitions modernes, Boscodon est déjà associé à une histoire surnaturelle. Au XIe siècle, une légende relie la forêt à l'évêque de Gap. La tradition raconte qu'en 965, cet évêque aurait découvert un ours dans la montagne et l'aurait attelé pour le remplacer dans sa charge après la perte de son cheval. L'animal l'aurait ramené jusqu'à Cros, où l'ecclésiastique, trouvant au bord du torrent de Boscodon un lieu d'une fraîcheur et d'une solitude parfaite, se serait mis à gratter le sol. L'ours l'aurait imité, tous deux auraient mis au jour de l'eau. Plus tard, une fontaine serait née à cet endroit. Le bourg, reconnaissant, aurait même offert à l'animal une chaîne d'or. Quand celui-ci meurt, dit-on, l'évêque profondément touché retourne dans la forêt de Boscodon, près de la fontaine, dont il avait découvert l'eau purificatrice. Au XIIe siècle, l'abbaye est finalement construite. Des siècles plus tard, lorsqu'on fouille le secteur où l'abbaye ruinée recommence à émerger, on découvre un parchemin portant ces mots attribués à l'évêque. Quand Boscodon revivra, forme jamais tu ne reprendras, et vers la fontaine retournera, et vos joyaux perdra le grand torrent. Depuis longtemps, on raconte aussi que la silhouette lourde de Monsieur l'ours brun continue de rôder dans les profondeurs de Boscodon à la recherche de sa chaîne d'or. Si l'on revient aux faits contemporains, les causes de décès des disparus ont généralement été rattachées à des explications terrestres. Accident, automise à mort, peut-être parfois acte criminel. Pourtant, aucune de ces hypothèses n'a permis d'éteindre totalement les questions. L'absence de réponse convaincante laisse encore les familles, les habitants et les enquêteurs avec une impression d'inachevé. Alors certains imaginent autre chose. Une malédiction, une zone anormale, voire des enlèvements relevant d'un phénomène plus étrange encore. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ces disparitions ont installé au cœur de ce massif isolé une énigme qui, aujourd'hui encore, n'est pas résolue. Et à Boscodon, beaucoup continuent de parler de cette forêt comme d'un lieu qui avale les randonneurs. Mesdames et messieurs, on en a fini pour
ces 5 histoires. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Mon objectif, c'est de vous apprendre au moins une chose au travers de ces histoires. J'espère que le pari est réussi. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'histoire autour du Mont Saint-Michel que j'ignorais absolument malgré le fait que je l'ai déjà visité. Mais je pense que si j'y retourne, eh bien je verrai les choses un peu différemment. Si vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important. Je le rappelle aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, AkenTB, je vous le mets juste ici. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!